Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans l'émission Ambaro qui reçoit ce jour Mosenzo. Oui, un écrivain. Un écrivain bilingue. Bilingue, qui va plus nous donner déjà en détail... En résumé, grosso modo, donc on m'appelle, c'est mon nom de plume Mosenzo. Mosenzo, c'est assumer pleinement mon côté mondialisé. Le bon côté des choses, comme j'aime bien le dire, parce qu'il y a le bon côté, il y a le moins bien. Donc, Monsieur Nzou, je suis un écrivain bilingue, j'écris aussi bien en français qu'en malgache. J'ai publié récemment un roman en malgache qui s'intitule Lissi Mianzuri. C'est une aventure, on va dire, de quelques 350 pages, quelque chose comme ça. Et mon côté francophone, on va dire, j'ai représenté Madagascar et l'océan Indien lors des derniers Jeux de la francophonie à Abidjan, catégorie littérature. Je publie ici et là un peu des nouvelles, en quelque sorte, pour ne pas trop s'étaler. On va dire que, grosso modo, je suis ça. Je suis aussi ça. Alors, votre ami confident, c'est la plume. Oui, c'est la plume. La plume, une version modernisée de la plume puisque c'est le clavier, c'est l'ordinateur, c'est la technologie. Comment vient justement cette création, parce que c'est un art aussi tout compte fait l'écriture. Oui, c'est un art et c'est aussi un artisanat, c'est tout un travail dans la mesure où il faut beaucoup de temps pour écrire, surtout un roman, il faut de l'énergie aussi. On m'a dit aussi qu'il faut un peu de folie. Écrire un roman à Madagascar dans le contexte actuel, ça relève de la folie. Mais je me dis que quelque part entre l'art, l'artisanat, la science aussi, parce qu'il y a la science de l'écriture et la folie, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit, quelque chose qui vaille la peine qu'on s'y attarde. Qu'on la touche, le livre, qu'on la feuillette, qu'on se jette dedans, qu'on se laisse emporter par cette histoire qui, on m'a dit, transporte. Mais comment est venue cette passion, sinon cette aventure d'écriture ? J'étais un enfant, disons, assez solitaire, assez bizarre, dit-on, aussi. Et j'avais comme un compagnon les livres et les histoires. C'est quelque chose... Il y avait aussi le CCAC, le Centre culturel Albert Camus, qui a fait mon éducation littéraire et culturelle, en quelque sorte. Et il y avait aussi la télé, les films, les séries et tout ça qui... Qu'est-ce les films ? Les films, c'est des histoires. Ça vient de la tête d'une ou des personnes qui ont couché ça sur papier. Et qui, de fil en aiguille, sont arrivés dans notre téléviseur. C'est quelque chose comme ça. J'aime raconter des histoires. On va dire, il y en a d'autres qui sont passionnés par le football et tout ça. Totalement à fond. Moi, je suis dans l'art d'écrire des histoires. On va dire. Dites-moi, quand vous dites c'est votre univers aussi quand même, est-ce à dire que écrire demande beaucoup d'énergie pour vous ou est-ce un plaisir de partager ? C'est un plaisir de dépenser cette énergie pour l'écriture. Le partage vient après, en fait. Le partage vient après le plaisir, on va dire, solitaire. Le fait d'écrire tout seul dans son coin. Mais penser aux lectrices, aux lecteurs aussi, personnellement, ma démarche... Vous leur parlez déjà ? Déjà, quelque part, parce que ce que je raconte, ce que je décris, ce que j'imagine, ça ne vient pas on va dire, du ciel, ou bien c'est la réalité. Je me base de la réalité, je me base du quotidien, je me base de Facebook aussi, de la transformation ou l'évolution de nos pratiques quotidiennes. Je me base de tout ça, de mon expérience personnelle aussi. Donc, en quelque sorte, je m'imprègne et puis je décris tout ça, comme un artisanat, on va dire, je mijote, je peins
Je dépeins, je décris, comme bâtir une maison aussi. Oui, mais quand même, si l'on parle justement du roman de 360 pages déjà, mais surtout la langue utilisée, la langue malaga, c'est... Oui, oui, c'est un... Comment on dit, c'est un challenge. C'est tout un challenge. Mais c'est passionnant. Ici à Madagascar, ça semble être une prouesse, mais ailleurs, je ne dirais pas que c'est une banalité. C'est le lot quotidien des écrivains que c'est pas une prétention, mais j'aimerais bien que ça soit banalisé ici, parce que oui, je ne vais pas verser dans la fausse modestie. C'est tout un travail, il faut bien l'avouer. Ça m'a pris des années, 3 et quelques pour être plus précis. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme il y en a qui sont passionnés de football et il y en a qui sont passionnés mais justement, déjà de la langue en soi-même, trouver les mots qui s'apprêtent au sentiment, qui s'apprêtent à l'événement, qui s'apprêtent à la conduite même du roman, ça a été facile ou ça a été quand même avec beaucoup de réflexion? La réflexion tout d'abord, et puis il faut bien quelque part, comme tout art qui se respecte, il y a beaucoup de travail à l'amont. Avant tout ça, il y a aussi beaucoup de lecture. Il y a beaucoup de lecture pour s'imprégner totalement d'une langue. Ici, la langue malgache, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut des dictionnaires aussi. Je suis un passionné de dictionnaires. J'en ai des tas de dictionnaires. Et il faut se renseigner aussi. Il y a une grosse somme un gros travail derrière. Premièrement, on s'y attelle. Ensuite, ça devient un plaisir. Le travail, c'est un plaisir en soi. Sinon, il faut que je prenne du plaisir pour que je puisse en donner du plaisir aux lecteurs, aux lectrices. Donc, il y a de la sueur, de la transpiration, plus de la transpiration que de l'inspiration, comme on dit. Mais c'est bien. C'est bien. Mais en écrivant un livre de 360 pages, déjà, du roman en soi, est-ce qu'il y a plus de poésie dans l'écriture, dans votre pensée, ou plus d'action dans votre pensée? Par rapport à votre histoire, justement, de Lys, par exemple. On me dit que j'ai une écriture poétique. On me dit aussi qu'il y a une certaine forme d'érudition, un langage soutenu. Mais d'une autre part, on me dit aussi que c'est très accessible. Par exemple, une chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est une personne qui a, toute sa vie, il a étudié. Cette personne, elle a étudié dans une école française, du début jusqu'à la fin. Et après avoir lu le livre, cette personne m'a dit, au fait, ils ont raison, c'est assez accessible. Ça me fait plaisir que ça puisse toucher une personne comme ça, et puis ça puisse aussi toucher des fans absolus de D.H. Malal, quelque chose comme ça. Mais d'une langue à une autre. D'une langue à une autre, le Monsieur Nzou, déjà, c'est d'une langue à une autre. J'aime bien. Est-ce que c'est la même pensée? Est-ce que c'est toujours le même Monsieur Nzou? Oui, c'est tout à fait le même. En malgache, je suis un peu plus, je ne dirais pas prude. En malgache, je sais que je m'adresse à une frange donnée de l'humanité. Donc, je fais en sorte de m'adresser à ce public-là. Mais en français, il y a des centaines de millions de personnes éventuellement accessibles. Donc, il y a un côté, je me lâche plus en français. Mais en malgache, c'est plus un challenge, je ne choisis pas, c'est comme on va dire, c'est comme une glace et le chocolat. Alors, pour la musique, on sait que ça a marché quand on l'écoute, quand on a au bout des lèvres, ou d'autres matières. Mais là, pour vous, en tant qu'écrivain, comment savez-vous que le message est passé? En tant qu'écrivain, et en parlant de message, on va dire que je ne prétends pas avoir un message en particulier. Mon principal souci, c'est de divertir. Carrément, je fais j'assume complètement. Mon premier plaisir, c'est de faire plaisir aux lecteurs, aux lectrices. Mais comment le savez-vous que c'est fait?
Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Jusqu'à aujourd'hui? Si, jusqu'à aujourd'hui, je le sais. Mais je présume que, étant donné la somme, le gros travail derrière, le plaisir que j'ai eu à confectionner cette histoire, ce livre, et les retours que j'ai eus aussi. Les retours ça me fait chaud au cœur. Les retours, comment cela se font? Les retours se font sur Facebook principalement. Ouais. Je reçois on appelle ça des MP. On sait tous ce que c'est. Des messages privés. Et ça fait chaud au cœur. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit, je viens de finir, là, à l'instant, je viens de finir ton livre. Là, je pleure. C'est très émouvant. Il y a aussi une personne dans la soixantaine qui m'a dit, en fait, c'est une histoire d'amour, en fait. Et une autre personne dans les vingtaines qui m'a dit, en fait, c'est une histoire, c'est de la science-fiction, c'est très élaboré, mais ça fait plaisir. Ça fait tout le temps plaisir. D'abord, il y a l'étape d'inspiration, d'idées. Oui. Il y a l'autre étape, c'est l'écriture, le clavier. Exactement. Puis après, c'est toute une usine. Faire un livre. Alors, oui. Parlez-nous de votre aventure dans tout cela. Oui, c'est toute une aventure. Donc ça, c'est assez classique, on va dire, mais ça vient d'une idée, mais surtout d'une émotion. Une émotion, une fois j'étais aux abords du lac Anous, je voulais m'approcher, et puis ça puait. Ça puait. Je me suis dit, pourquoi on fait ça? Tout le monde en passe tous ici. On est tous responsables, tout autant que nous sommes, de cette abomination. C'est parti à partir de ça, en fait, de raconter quelque chose d'autre, une possibilité. Si on continue comme ça, tout va péter, tout va brûler carrément dans le sens littéral du terme. Donc, j'ai imaginé une histoire où tout brûle, tout sera détruit. On en arrive au Madagascar et par extension, le monde avec toutes les conneries qu'on fait. Et d'une part, j'ai imaginé un autre monde, on va dire, un autre monde où on a, surtout nous, ici à Tenerife et à Madagascar, on n'a pas pris les mauvaises décisions. Entre l'enfer et le paradis, quelque chose pour prendre quelque chose qui nous parle. Pour pimenter un peu plus la chose. Pour pimenter un peu plus la chose. Donc, la fin du monde est un monde éventuellement meilleur, accessible, si on commence dès maintenant. D'accord. Alors, le livre terminé, c'est-à-dire le manuscrit, enfin bref, sur ordinateur, mais après, comment ça a été votre aventure pour que ça aboutisse justement à un livre qu'on peut tenir entre les mains et qu'on aura le plaisir de lire? Ah oui. Il y a... D'une part, je ne voulais pas que ce soit à compte d'éditeur, parce que j'ai déjà eu cette expérience, parce qu'il y a d'autres voies. Oui, il y a d'autres voies, il doit y avoir d'autres voies, parce que l'écrivain de nos jours, surtout à Madagascar, ne peut plus, comme avant ou comme ailleurs, on va dire, écrire et puis attendre que des éditeurs éventuellement frappent à sa porte. Ça ne marche plus comme ça ne fonctionne plus comme ça depuis. Il faut créer les opportunités, on va dire. Pour Lismi Anzouri en particulier, il y a un couple d'écrivains et d'éditeurs qui sont basés à Washington, qui ont une toute petite maison d'édition qui s'appelle Ranzasu Publishing. J'ai approché le gars, il s'appelle Soumiel. On a papoté sur Facebook et le courant est passé. J'aime ce qu'il fait, il apprécie ce que je fais. Dans les deux sens, et puis ça s'est passé comme ça, en fait, ça s'est passé naturellement. Si j'avais fait, je pense que j'avais eu cet état d'esprit, on va dire, j'ai mon manuscrit et puis j'attends, ça aurait été difficile pour ne pas dire autre chose, mais on est aussi dans une époque du start-up, on va dire, du start-up où il faut qu'on crée nos propres opportunités, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on pense différemment, il faut qu'on... Un nouveau système de marketing. Un nouveau système de marketing par rapport à la nouvelle technologie et par conséquent aussi au nouveau mode de pensée, à la nouvelle consommation, parce qu'en fait, in fine, c'est un produit, le livre c'est un produit culturel, effectivement, c'est un produit artistique, certes, mais c'est un produit que les gens vont acheter. Donc les gens vont dépenser de l'argent pour ce produit, ils veulent en avoir pour leur argent. Donc il faut que... Parce que moi aussi, je suis un lecteur avant tout. J'aime bien quand j'achète un livre, j'aime bien que ce livre J'aime bien chérir ce livre.
et je veux rendre la politesse, la courtoisie aux lecteurs, aux lectrices. Selon Monsieur Joe, est-ce que si l'on parle des lecteurs de notre pays, ils sont encore aptes à acheter des livres ou ils se tournent plus vers la lecture électronique? La place du livre en soi. La place du livre en soi, il y a toute une génération, on va dire la génération Z, les générations qui sont sur Facebook et tout ça, ils lisent beaucoup. La passion est toujours là. La passion est toujours là. Ça débute par une histoire, en fait. On aime tous les films, pratiquement tout le monde. En fait, le livre, c'est une histoire, c'est un autre médium. C'est plus intime, c'est plus personnel, on s'imprègne plus. Et il y a toute une nouvelle génération qui affirme cet amour du livre et ce rejet, on va dire, de la génération précédente, carrément. Mais les générations précédentes, elles aiment aussi le livre. Donc, il y a un malentendu, on va dire, qui a assez duré, comme quoi on est une exception sur cette terre et on est un peuple qui a rejeté le livre. C'est un malentendu qui commence. On commence, nous, je veux dire, nous, écrivains, et le petit monde de l'édition quand même qui est en train de bouger. Mais la matière coûte quand même cher, hein. La matière coûte... Non, pas cher. Comme j'ai l'habitude de le dire, on va dire que c'est comme une pizza. Mais une pizza, on le déguste aussi, on le déguste en quelques minutes. Mais un livre, ça dure des générations même. Donc, quand on dit cher, et aussi à la maison, quand on donne un livre, quand on habitue un livre aux enfants, ça revient moins cher après. Parce que le temps passé avec un livre, l'enfant aurait pu le passer à dépenser à des divertissements bien plus coûteux, donc c'est pas cher. Donc le livre a toujours sa place à Madagascar selon vous aussi quand même, avant de voir ailleurs déjà. Oui, toujours. Non seulement le livre a toujours sa place à Madagascar, mais le livre devrait et doit prendre la place qui est le sien à Madagascar, parce que sans livre, on sait, il n'y a qu'à voir les actualités, il n'y a qu'à voir Madagascar. Particulièrement, quand le livre chute, la société part en vrille. Ah ouais. Oui, carrément. On reste toujours dans notre domaine du livre, du roman. Qu'est-ce qui est plus adapté au lecteur malgache ? Je pense que ce qui est plus adapté au lecteur malgache, c'est tout d'abord le divertissement. On commence par ça. On achète un livre, on lit un livre pour se divertir, parce que la société, elle est étouffante, et le contexte actuel, c'est, on va dire, pas des meilleurs, on va dire. Ce n'est pas notre plus belle époque. Et il faut du divertissement de qualité, donc lire avant tout, c'est prendre plaisir, prendre du temps de se faire plaisir, de voyager, d'imaginer. Donc il faudrait, selon moi, axer le processus sur le divertissement. Bien sûr, on pourrait dire éducatif et tout ça, mais on en a parlé depuis des dizaines d'années, où on en est. Mais... Et les nouveaux mots, est-ce que les écrivains, comme Monsieur Joe, s'intéressent aux nouveaux mots et les exploitent et les expliquent à leur manière ? Oui, bien évidemment. Parce qu'il faut les nouveaux mots, les néologismes à chaque langue. Oui. Si cette langue voudrait bien survivre, il faut des mots nouveaux. Il faut tout le temps des mots nouveaux. Dommage, à Madagascar, il n'y a pas de dictionnaire qui, chaque année, tout ça, comme les Robert et les Larousse ailleurs, pour prendre un exemple assez proche. Mais les nouveaux mots, par exemple, dans l'Ismianzuri, il y a drone. Il y a des drones dans l'Ismianzuri, et je malgachise ça tout simplement en drone. Comme selfie. C'est tout naturel. Par exemple, il y a... C'est le quotidien, c'est le mot quotidien. C'est le mot quotidien. J'ai eu quelques problèmes, on m'a dit. Problèmes. Il y a des conservateurs, des conservatrices qui n'ont pas apprécié. J'utilise aussi des mots de Madagascar, des patois de tout Madagascar, et on m'a dit que d'autres n'ont pas apprécié, mais... Trop cru? Pas trop cru, mais des mots usuels, mais pas au goût de certains conservateurs. Mais bon, il faut bien, il y a des conservateurs, il y a des progressistes, il faut bien que ça clash quelque part. Oui, alors le mois de juin, c'est le mois
Oui, le mois de la langue malgache. Oui, oui, j'ai entendu parler de ça. C'est assez étrange. Je sais pas si ailleurs, pas en ma connaissance, par exemple en France, y a-t-il un mois de la langue française? En Chine, y a-t-il un mois de la langue chinoise? Mais bon, on s'évertue à faire ceci chaque mois. Moi, personnellement, je le fais chaque jour. Chaque jour, c'est un bon jour. Oui, c'est à vivre. C'est comme, par exemple, par exemple, il y a ma femme et je lui dis, non, je te consacre juste ce mois. Et les 11 mois, je fais ce que je veux. C'est à peu près comme ça. Donc, la langue, consacrer un seul mois à la langue malgache, c'est assez... Et est-ce que ça marche? Je me dis, est-ce que ça marche depuis le temps que ça existe? Est-ce que ça marche? Force est de constater que non. Il faudrait repenser, il faudrait revoir ça, il faudrait... Comme le Andjan Ten Kunanya Fakou fait, on le dit depuis, je sais pas, une vingtaine d'années comme ça, mais est-ce que ça marche? Non, il faudrait juste... Là, on va prendre juste Andjan Kunten, on va chérir cette langue qui est la nôtre et... De quelle manière, pour M. Njo? Lire, oui. Ça revient toujours à lire et à l'écrire. Il faut d'abord l'aimer, il faut d'abord le connaître pour pouvoir l'aimer. Donc, il faut lire. Il y a beaucoup de livres, des éditions passées et tout ça. Il y a aussi beaucoup de... Les poètes, c'est un bon moyen. Les poètes qui manient le verbe avec leurs âmes écorchées. C'est une manière assez belle d'aimer. Déclamer son amour en malgache aussi, ça a quelque chose d'intense. C'est très poétique. Oui, c'est très poétique. Mais bon, je ne dis pas qu'il faut absolument ne déclamer qu'en malgache. Moi-même, je ne le fais pas. Donc, je prêche pas quelque chose que moi, je ne fais pas. Mais je le fais aussi. Donc, il faut l'utiliser quotidiennement. Il faut nommer les choses qu'on utilise quotidiennement. Il faut parler quotidiennement. Essayer il faut, c'est comme, on va dire, c'est comme une femme, un petit ami, il faut lui parler, il faut l'embrasser, il faut lui faire l'amour, il faut lui donner des cadeaux, parce que sinon, il va se faire de la mal, tout ça. Mais tout ça, c'est de la culture. Alors, la place de la culture dans un pays, selon Monsieur Njo? La place de la culture dans un pays, oui, c'est comme la femme dans la société. La place de la culture dans un pays, on va dire, c'est l'âme d'un pays. La culture, c'est l'âme d'un pays. C'est les racines aussi d'un pays. Par exemple, à Madagascar, on s'occupe pas de la culture. Bon, on ne s'occupe pas de la culture, donc Madagascar, c'est comme un arbre. Et les racines, c'est pourri. Il y a rien. Donc ça part en vrille. Le vent et la culture aussi, il y a la culture de Madagascar, il y a tout un tas de cultures dans le monde, il y a la mondialisation. Si on ne s'occupe pas de notre culture, d'autres cultures vont se faire un plaisir, elles ne vont pas se faire prier pour occuper ce vide. Donc c'est ton choix, on a le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Va-t-on garder cet esprit, on va dire, conservateur qui n'a pas marché depuis, on sait, et Dieu sait combien de temps? Ou bien va-t-on s'adapter? La culture aussi s'adapte, ça se nourrit de toute notre histoire passée. Et ça s'investit aussi de la mondialisation. Donc la culture, c'est s'adapter au fait. C'était l'embarras de M. Njo sur Alliance 92. Merci à vous. Merci.